On entend souvent des visiteurs qui disent « Ah non, ça, je ne le digère pas ». C'est vrai que quand on voit ça en tant que chirurgien, ça nous parle en tout cas. L'exposition Bimodern présente une toile d'Alberto Burri, un artiste italien. Il a travaillé dans les années de l'immédiate après-guerre, je parle de la Seconde Guerre mondiale. Et beaucoup de visiteurs sont un petit peu heurtés, ça leur fait presque mal aux yeux peut-être, par la brutalité et la simplicité des moyens mis en œuvre. L'artiste a posé sur un fond sombre une toile de jute à la texture assez grossière. Il a en fait récupéré un emballage, un sac pour matière première qu'il a plaqué sur le fond sombre de son tableau. Mais cette toile est comme marquée par les épreuves, elle est pleine de boursouflures, de cicatrices. Il y a des manques qu'on pourrait presque apparenter à des brûlures par les traces noires qui évoquent quelque chose comme une matière calcinée. Et un petit rouleau de rouge qui ferait presque penser à du sang ou à une cicatrice. Beaucoup des spécialistes d'ailleurs de ce peintre mettent cette image-là que ce genre de peinture peut faire naître au fait qu'avant de devenir artiste, Burri était médecin et était chirurgien donc dans une vie antérieure. Donc travailler une peinture avec un scalpel peut-être plutôt qu'avec un pinceau. Ça peut ressembler à une brûlure profonde ou une nécrose de la peau. Donc cette tache sombre comme ça, c'est vraiment, ça peut être associé à une brûlure du 3e degré. Donc c'est vrai que quand on voit ça en tant que chirurgien, c'est ce que, avec ce petit trait rouge dans le fond, ça nous parle en tout cas. Le début de la chirurgie plastique, c'est les gueules cassées, c'est les années 14-18, c'est dans les tranchées, tous les hommes qui ont pris des bombes, enfin tous les militaires qui ont pris des bombes dans le visage et qui ont été complètement défigurés, et ça c'est la naissance de la chirurgie plastique. Ce côté très matiériste me fait penser par aussi ce qu'il appelle comme comparaison avec la peau, et les souffrances qu'un corps peut subir à une peinture baroque du XVIIe siècle. C'est le peintre Ribera, dont on présente dans le musée d'art ancien un tableau spectaculaire qui présente le supplice d'un satyre, personnage à la fois animal et homme, qui s'appelle Marsyas. Marsyas a osé défier un dieu, le dieu Apollon, le dieu des arts, de la lumière et de la musique, et il a osé défier le dieu en se prétendant meilleur musicien. Au terme d'un concours qu'il va perdre, il va alors subir le châtiment que Apollon lui réserve. Et vous le voyez, c'est en fait une véritable séance de torture. Malheureux Marsyas est écorché vivant. Alors, écorché, c'est la peau, c'est ce qui fait le plus souffrir en fait. Donc, quelqu'un qui a un accident de voiture, qui est raclé au sol, les écorchures, ça fait très mal parce qu'en fait, c'est la peau qui est la plus sensible dans le corps. Mais Ribera ne se prive pas de montrer cette souffrance. Et il s'inspire à l'époque d'un style qui était pour le coup révolutionnaire, comme aujourd'hui on parlerait d'art contemporain ou d'art actuel, par la nouveauté qu'il introduit, c'est de faire référence à Caravage. Le Caravage, en présentant avec un réalisme très cru des détails comme un visage qui souffre, qui crie, qui beugle, ici qui gueule, on a presque un gros plan sur des dents cariées, la souffrance qui déforme les traits du malheureux, crée un sentiment vraiment de souffrance partagée avec le spectateur. Il met ça en pleine lumière, il ne cherche pas à idéaliser le visage de la créature qui souffre. Par contraste, Apollon est calme, imperturbable. C'est ça peut-être qui nous choque aujourd'hui, c'est cette espèce d'apparent sadisme avec lequel il torture celui qui avait osé le défier. Alors, non, on n'a pas de formation artistique, on a une formation purement médicale. On a des règles, on a des proportions. On estime que la symétrie est assez attractive, donc quelque chose se rapproche de la beauté. Un peu comme Léonard de Vinci qui a dessiné l'homme de Vitruve, il y a des proportions idéales.
qui sont des objectifs à atteindre. Par exemple, un nombril, il doit se trouver à une certaine distance. Une aréole, quand on fait des reconstructions mammaires, on ne peut pas mettre une aréole ici, ça ne va pas être joli, on ne peut pas la mettre là-bas en bas non plus. Donc on a des proportions à respecter, des volumes à respecter, on a des mesures. Ça ne fait pas tout. La symétrie ne fait pas tout. La beauté est aussi une question de proportion, une question de volume. Donc c'est assez subjectif et c'est assez difficile. Toutes ces comparaisons que l'on fait pour évoquer cette question de la beauté, mais aussi du rejet que certaines formes d'art modernes ou actuelles peuvent peut-être provoquer, je les retrouve dans un tableau de Asger Jorn. On a l'impression ici qu'il refuse toute maîtrise technique. On voit une espèce de grande explosion de traits, de lignes fébrilement apposées sur la toile. On a presque la sensation que l'artiste a trituré la matière à pleine main ou qu'il aurait peint avec les doigts. Et pourtant, c'est ça le défi justement que Jorn se fixe, c'est de briser toutes les règles, de briser tout ce que l'on attend de lui en termes de perfection technique, et c'est ça qui est difficile pour lui, de se mettre en danger. Je lui opposerai l'antidote exact, une œuvre qui, au contraire, à trop suivre les règles aujourd'hui pourrait peut-être nous déplaire, mais qui est célébrée à l'époque où elle est créée comme un exemple ou une référence à suivre. Et justement, alors ce serait le modèle que fixe l'Académie, l'endroit où on va apprendre à faire les choses correctement et à faire de l'art en s'inscrivant dans une tradition. Et Navet est un élève de David et qui a travaillé à une peinture ici qui s'appelle Agar et Ismaël. Au contraire de Jorn, ici tout est dans la précision de la ligne et du dessin. Et ce qu'on observe entre les premiers dessins et le tableau final, c'est d'aller vers de plus en plus de contrôle de la forme. Ça reste quand même de la médecine. Dans ce visage-là, c'est typique d'un visage qui n'est pas beau. Les yeux sont trop rapprochés, le front est étroit et large, le nez est de travers, le menton part de l'autre côté, le menton est fuyant, il y a une fossette d'un côté, pas de l'autre, donc c'est un visage qui n'est pas du tout symétrique, qui ne correspond pas du tout aux critères de beauté. Par contre, c'est un visage qui est interpellant, donc une particularité peut très fort attirer un visage. Quand on voit un visage comme ça, on ne va pas l'oublier. Donc si le patient est bien avec ses défauts, il peut en jouer, il peut en tirer une personnalité exceptionnelle. Là, c'est basé très fort sur ce que j'appelais la symétrie. On voit que ces visages, les sourcils sont pratiquement exactement je crois qu'ils sont exactement à la même hauteur, les yeux ont exactement la même taille, le visage est tout à fait rond, tout à fait ovale. C'est vraiment typiquement symétrie. Mais la symétrie, donc quand on étudie un petit peu les visages, la symétrie est source d'attraction. Mais ce sera un visage parfait, mais ce ne sera pas forcément un visage très beau. Ça fait très prothèse mammaire, ça, en tout cas. Donc nous, on le sait, nous, en chirurgien plasticien, nous savons qu'on a droit à 1 ou 2 essais et qu'il faut que ça soit bien du premier coup, parce que sinon, quand on doit faire des reprises, on n'a pas de bons résultats. On entend souvent des visiteurs qui disent « Ah non, ça, je ne le digère pas ». Et en fait, c'est une attitude, une réaction peut-être un peu épidermique, à chaud, mais de personnes qui sont parfois un peu affolées par rapport à ce qu'ils ne retrouvent pas ou imaginent qu'il devrait aller de soi par rapport à une œuvre d'art. Ils l'associent à un certain confort, un certain plaisir qu'apporterait par exemple une délectation esthétique. La beauté, elle évolue. Les canons de beauté ont évolué en fonction du temps, en fonction des sociétés.